Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo, je partage le meilleur de la tech chaque semaine et cette semaine on a été gâtés puisque le début d'année est toujours propice aux grosses nouveautés de la part des éditeurs, de la part des SaaS et ça a pas loupé parce qu'on a eu du lourd cette semaine. Je le disais en intro, pas mal de nouveautés, j'ai traité un petit peu tous les sujets sur la chaîne YouTube et sur la newsletter Le Mémo, je vais les réaborder ici sur le podcast, je vais faire un petit programme rapide avant de commencer pour que vous sachiez un petit peu les sujets dont on va parler. On va parler de Notion Calendar qui est enfin sorti, ça sera le premier point. Ensuite on parlera de YouTube et de la fonctionnalité podcast mixée avec le flux RSS. Troisième point, on verra Folk CRM qui sort sa fonctionnalité séquence d'email, grosse fonctionnalité, on en parlera aussi. Ensuite on passera sur le tuto de la semaine sur Substack qui permet d'organiser un petit peu sa newsletter, son site en catégories, que ce soit en menu ou en catégorie de site, on verra tout ça. On parlera un petit peu de matériel, même si c'est assez rare sur mes supports. Je parlerai du DJI Mic 2 qui est sorti cette semaine, et je vous dirai pourquoi j'en parle. Et j'aborderai aussi les actus de la semaine rapidement, et les coulisses de l'aventure, ces newsletters que je partage le dimanche, j'en parlerai en fin d'épisode. Pour vous parler un petit peu de cette newsletter que je sors et qui sort le dimanche. Alors le premier sujet, en effet, c'est Notion qui sort un outil qu'on attendait en tant qu'utilisateur depuis longtemps, depuis qu'ils avaient annoncé le rachat de Chrome Calendar il y a plusieurs mois. Je sais plus si c'est avant l'été 2023 ou si c'était il y a 1 an et demi avant l'été 2021, mais je crois que c'est 2023 pardon. Ils avaient annoncé donc le rachat de Chrome. Chrome c'était un pure player du calendrier avec un bel outil très minimaliste. Voilà, on adorait tous les graphistes et les membres de la communauté du design adoraient ce calendrier parce qu'il était très très épuré, très clair, très simple. Le logo était magnifique d'ailleurs aussi au passage. Et c'était un très bon outil qui a été racheté par Notion. Et là on se disait, bon ça y est, ils ont racheté un calendrier, on va pouvoir avoir des fonctionnalités directement intégrées à Notion, où on va pouvoir mettre nos tâches dans un calendrier, mixer avec une synchronisation avec nos calendriers Google Calendar ou Office 365 ou iCloud ou que sais-je. Eh bien ça a mis du temps. Et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé cette semaine avec la sortie de Notion Calendar, puisqu'ils ont renommé Chrome. Donc ça a été une mise à jour de Chrome, hein. Si vous aviez déjà Chrome installé sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, iOS pour le moment, eh bien vous aviez une mise à jour sur l'App Store pour iOS par exemple, ou une mise à jour directement intégrée au calendrier pour la version ordinateur, qui met à jour l'icône et le nom du logiciel et qui passe de Chrome Calendar à Notion Calendar. Ça ne change strictement rien au design, sauf le logo qui disparaît malheureusement pour un logo bien plus classique façon Notion. Et ça ne change rien au reste, simplement ils ont ajouté une fonctionnalité qui fait toute la différence, c'est le fait de pouvoir afficher directement dans le calendrier Chrome, donc Notion Calendar désormais, ces bases de données Notion. Donc ça veut dire que si vous avez des bases de données ou des vues calendrier qui sont dans votre espace de travail Notion, vous pouvez aller les appeler en appelant un petit raccourci, POMK je crois que c'est, pour appeler la barre de commande sur Chrome, et là vous dites ouvrez les bases de données Notion, je crois, quelque chose comme ça, et il va vous proposer une liste déroulante avec uniquement, et ça c'est important de le préciser, les vues calendrier. Vous savez, dans Notion vous avez plusieurs types de vues, la vue liste, la vue table, la vue calendrier, la vue étiquette, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Il va vous proposer dans Chrome pour le moment uniquement les vues calendrier, puisqu'on est certain grâce à ça qu'il y a bien des dates sur l'espace de travail et sur la base de données en question. Parce que si vous appelez un peu tout et n'importe quoi, pour autant que vous n'ayez pas de champ de date sur la base de données que vous appelez, il ne va pas savoir quoi faire. Donc c'est peut-être pour le moment la seule solution, en tout cas une solution facile qu'ils ont trouvée pour nous donner la possibilité d'avoir accès à nos tâches Notion, mais uniquement sur les vues calendrier. Donc c'est franchement très très pratique puisque vous avez votre calendrier Notion qui héberge vos synchronisations Google pour le moment, uniquement Google Calendar, donc que ce soit sur un compte Gmail ou un compte Google Entreprise, donc Google Workspace. Et en plus de ça, au même endroit, vos bases de données Notion, comme si c'était un calendrier que vous pouvez cocher, décocher, avec des couleurs différentes. Allez voir sur YouTube, parce que là c'est difficile à l'audio de vous faire passer un petit peu cette fonctionnalité-là. C'est un peu la difficulté quand on fait des podcasts autour de la tech, c'est qu'on peut pas montrer, mais ça tombe bien, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle chaque semaine je montre un petit peu toutes ces fonctionnalités-là, c'est sorti. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'appelle Le Mémo également. Ou alors sur la newsletter, si vous voulez un petit condensé directement chaque vendredi de tout ce qui est sorti.
Donc Notion Calendar, très très cool, c'est la première news de la semaine. On espère qu'ils vont accélérer. Donc déjà, alors moi je suis pas concerné parce que je suis sur les devices en général qui sont bien lotis puisque j'ai un Mac et un iPhone, donc je bénéficie tout de suite de ces applications là. Ceux qui sont sur Android et sur Windows, je sais plus s'ils l'ont sorti ou pas, ça vaudrait peut-être le coup d'aller vérifier, j'irai regarder plus tard. Vous pouvez trouver l'information en tapant Notion Calendar et en faisant télécharger, vous verrez si c'est disponible ou pas. Mais après vous avez toujours la version web de toute façon sur ordinateur, vous avez une version directement intégrée à un navigateur que vous pouvez utiliser, ça c'est sûr. Donc on attend qu'ils accélèrent là-dessus pour sortir une version Android, comme ça tout le monde au moins aura le même degré d'utilisation, et aussi qu'ils accélèrent un petit peu sur le fonctionnel, parce qu'on garde tout le fonctionnel de Chrome qui était très cool, avec le partage de disponibilité, la version épurée, très très propre, la barre de commande où on a des raccourcis dans tous les sens. Donc Notion désormais, on pourrait peut-être imaginer d'avoir sur les tâches qui s'affichent dans le calendrier qui viennent de Notion, par exemple on en parlait en commentaire sur la vidéo YouTube ce matin, une case à cocher pour dire si elle a été effectuée ou non, qui changerait le statut directement dans Notion, vous savez les champs de type statut, voilà ce genre de choses où à mon avis ils ont sorti une version V0 qui est, ou V1 on va dire, qui est celle-ci qu'on a eue, et ils vont pas tarder, comme Notion le fait chaque semaine, chaque mois, à sortir des itérations pour pouvoir nous proposer de nouvelles choses, en prenant le pouls aussi un petit peu de ce qu'on attend nous en tant qu'utilisateurs. C'est-à-dire que là c'est sorti cette semaine, sorti avant-hier soir, mercredi, on se l'est tous un peu approprié, il y avait des ambassadeurs qui l'ont eu un petit peu avant, et qui ont pu tester aussi et partager leur point de vue. Là, ça va être tout le monde qui va pouvoir l'utiliser, donc on va avoir des retours très certainement qu'on va leur partager, et ils choisiront un petit peu dans leur roadmap les fonctionnalités qui reviennent le plus souvent. Ça, c'est la première nouveauté, c'est la première actu de la semaine, on va dire. La deuxième, c'est YouTube. YouTube qui accélère de plus en plus sur la partie podcast. Il ne pouvait pas rester silencieux sur le podcast, il ne pouvait pas laisser passer cette hype podcast qu'on a partout, que vous êtes même en train d'écouter, un épisode ici, et il ne voulait pas rester spectateur de cette hype-là, et donc ils ont déjà, il y a quelques mois, voire quelques années maintenant, laissé la possibilité de créer une playlist de type podcast lorsqu'on a une chaîne YouTube. Donc vous allez sur votre playlist, vous dites « cette playlist est un podcast », ce qui veut dire que tous les contenus qui seront présents à l'intérieur, toutes les vidéos que vous attacherez à cette playlist, seront diffusés sur YouTube Music et sur la fonctionnalité podcast, puisque c'est sur YouTube Music qu'on consomme les podcasts. Et aussi, désormais, depuis cette semaine, alors c'est plus vieux que ça, mais la vidéo est sortie cette semaine pour ma part, c'est la possibilité de brancher un flux RSS directement à cette playlist. Si vous avez un podcast hébergé ailleurs, sur Ocha, sur... je sais plus quelles sont les plateformes, sur Substack par exemple, moi j'héberge mon podcast sur Substack, c'est gratuit, et bien on peut désormais prendre le flux RSS du podcast, de notre podcast qui est hébergé partout. C'est le même fonctionnement pour tous les hébergeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est même si l'hébergeur va faire le travail à votre place, ce qui se passe lorsque vous créez un podcast et vous l'hébergez quelque part, vous avez un flux RSS qui est partagé avec les plateformes de diffusion qui permet à ces plateformes-là de récupérer tous les nouveaux épisodes quand il y a un épisode qui sort. Le fonctionnement est simple, dans les podcasts, vous avez deux choses. Vous avez les hébergeurs de podcasts et vous avez les diffuseurs de podcasts. Parfois, un hébergeur peut aussi faire office de diffuseur. Et donc, en gros, pour donner un exemple, Apple Podcast n'est pas un hébergeur de podcasts. Vous ne pouvez pas venir uploader un épisode de podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify, par exemple. Alors, Spotify, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils font aussi office d'hébergeur. C'est là où je voulais en venir. Mais si on prend l'exemple d'Apple Podcast, il va vous falloir un hébergeur. Donc il va falloir que vous alliez sur Substack par exemple, que vous mettiez votre épisode en ligne sur Substack, que vous envoyiez le flux RSS à Apple Podcast pour qu'Apple Podcast récupère les épisodes. En général, les hébergeurs le font automatiquement, vous n'avez pas besoin de penser à ça. Sauf là pour YouTube, puisqu'il va falloir que vous alliez déposer à la main le flux RSS de votre hébergeur de podcast. Et ça, c'est partout pareil. Si vous hébergez votre podcast sur Substack, vous pouvez envoyer le flux RSS sur SoundCloud, vous pouvez envoyer le flux RSS sur Apple, sur Spotify, et désormais sur YouTube, qui fait office de plateforme de diffusion classique, comme les autres plateformes de diffusion qu'on a l'habitude d'utiliser. Et qui va prendre, à mon avis, une belle part de marché, même si Spotify a quand même bien pris de l'avance là-dessus, et sur Apple Podcast aussi historiquement, mais bon, on sent Spotify pousser très très fort derrière, et vouloir essayer de détrôner le leader en la matière qui est Apple. Ça c'est la deuxième actu. La troisième actu, il s'agit de Folk CRM.
Si vous aviez écouté l'épisode sur lequel je partageais mes prévisions des outils à suivre sur l'année 2024, je partageais le CRM Folk auquel je crois beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un CRM qui apporte un vent de fraîcheur sur tout ce secteur CRM qui commençait vraiment à atteindre une belle maturité avec le trio classique, on va dire Salesforce pour les mastodontes, HubSpot pour la partie vraiment marketing et les sociétés quand même assez grosses, et Pipedrive pour les PME, TPE. Donc voilà, c'était mature, le marché s'entendait bien là-dessus, et c'est bien parfois qu'il y ait un nouvel acteur, un challenger qui rentre pour que les éditeurs traditionnels ne se reposent pas sur leur laurier. Voilà, Folk arrive avec des fonctionnalités différenciantes, on va dire. Alors c'est pas nouveau, mais déjà dans l'approche en termes de navigation, d'ergonomie, c'est un Notion, hein, globalement. Ils ont vraiment dit, ok, nous, on va prendre Notion, on va faire un CRM avec, et on va ajouter toutes les fonctionnalités pratiques que Notion ne traite pas en natif, qui sont attraits au CRM, à savoir un petit plugin directement connecté aux réseaux sociaux, LinkedIn, les sites internet, vous cliquez sur le plugin, ça vous rajoute les contacts qui trouvent sur la page directement dans votre CRM. Voilà, ça sur Notion on peut le faire, mais c'est pas natif. Et la deuxième fonctionnalité, c'est des tâches, c'est la possibilité d'envoyer des emails, c'est la possibilité de mettre des valeurs, d'avoir vraiment ce genre de choses qui sont vraiment propres à un CRM. Et donc cette semaine, voilà, j'ai beaucoup trop parlé de Folk sans parler de la nouveauté dont je voulais parler cette semaine, qui est la sortie des séquences d'emails. Si vous connaissez un petit peu le monde du CRM et du marketing automation, vous savez qu'on peut faire des séquences d'emails désormais dans les outils. C'est quoi une séquence d'email? Vous avez un listing de personnes dans votre CRM, je sais pas, 10, 15, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000 contacts à l'intérieur. Vous sélectionnez en fait ce que l'on appelle une vue filtrée souvent, c'est-à-dire que c'est une liste, une catégorie de personnes qui répondent à des critères. Donc sur les 2000 contacts que vous avez en tout dans votre CRM, vous créez une liste qui dit « Sors-moi uniquement tous ceux avec lesquels j'ai pas eu d'interaction depuis 3 mois », par exemple. Il va vous sortir une liste de 300 personnes qui répondent aux critères sur les 2000. Et cette liste-là, vous allez la mettre dans une séquence. Une séquence, c'est quoi? C'est une série d'emails que vous allez envoyer à plusieurs jours d'intervalle. Donc vous envoyez un premier mail le jour 0, par exemple. Hello, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Tiens, prends rendez-vous sur mon calendrier. Boum. Premier email. Le deuxième email, de la séquence, c'est qu'on va laisser passer 2-3 jours sans rien faire, et 3 jours après, on va envoyer un deuxième email. Est-ce que t'as eu mon email que je t'ai envoyé il y a 3 jours, je te proposais mes dispos, t'as peut-être pas dû voir, je te remets mon lien au cas où. Boum, deuxième email. Et un troisième email, et un quatrième email, etc. En général, on s'arrête à 3, mais bon, il y a des forceurs, comme on dit dans le milieu, qu'on voit 5, 6, 7, 8 emails, on n'en peut plus, quoi, sans lien de désinscription en plus, donc c'est assez désagréable. Et donc voilà, ça y est, en tout cas, Folk a sorti cette fonctionnalité-là, vous en faites ce que vous voulez après, hein. En tout cas c'est disponible, vous pouvez l'utiliser. Elle marche très bien, je l'ai testé. On a la possibilité de dire si on veut arrêter la séquence pour les gens qui répondent. Forcément, on va pas continuer à envoyer le deuxième mail ou le troisième mail si la personne nous répond. Il faut récupérer le lead en manuel et le traiter en manuel. Ça permet aussi, si la personne répond « je ne veux plus recevoir vos emails », qu'elle sorte automatiquement de la liste, hein, donc on va pas s'acharner non plus. On peut sortir à la main des gens de la liste. Donc si vous avez un point de vue arbitraire et vous dites il a reçu mon premier mail, il m'a appelé, il m'a dit arrête de m'envoyer des mails, ou même à l'inverse, je suis hyper intéressé mais qu'il n'a pas répondu à l'email, donc on va pas savoir s'il faut le faire sortir. Il faut que nous on retourne sur la séquence et qu'on l'enlève, donc on a la possibilité de l'enlever à la main aussi. Donc c'est assez bien pensé, c'est sorti de façon assez propre. C'est-à-dire que c'est pas une fonctionnalité qui marche à moitié, ils l'ont pas sorti en ayant honte de leur fonctionnalité, ils ont vraiment sorti en étant sûrs de leur coup. Et ça marche plutôt bien, voilà. Donc moi pour le moment Folk CRM c'est pas un CRM que j'utilise, puisque sur BLC on utilise Pipedrive, historiquement, puisqu'on est aussi revendeur de Pipedrive, et sur mon side project, donc le mémo que vous êtes en train d'écouter, ça justifie pas d'utiliser un CRM en fait. J'ai 2-3 contacts avec des éditeurs de logiciels qui veulent que je fasse des vidéos pour eux, mais ça s'arrête là, donc j'ai pas besoin d'un CRM globalement. Mais si demain j'en fais un business, j'utiliserai probablement Folk, et pas Pipedrive d'ailleurs. Pour la petite histoire. Voilà. Parce que il faut pas utiliser forcément les outils qui correspondent pas à notre cible. En gros, c'est pas parce que je connais Pipedrive depuis 10 ans que je vais forcément utiliser Pipedrive. Je suis tout seul. Si un jour je fais du business sur ce side project, je serai tout seul, je serai solopreneur ou freelance, que sais-je. Ça justifie pas. Donc c'est pas parce que je suis expert dessus que je vais forcément l'utiliser pour moi. Il faut avoir cette distinction qui soit faite. C'est pas par exemple les experts Salesforce, les freelance Salesforce,
qui vendent du Salesforce, qui vont pour utiliser Salesforce. Ce serait overkill. Pipedrive, c'est un petit peu overkill aussi, mais dans un niveau en dessous. Voilà. Le tuto de la semaine. Ah, ça enchaîne, ça débite là ce matin, j'avoue. Le tuto de la semaine est sur Substack. J'ai traité pas mal de sujets là en ce moment sur Substack, parce que pareil, c'est un outil auquel je crois beaucoup et que j'ai mis dans mes surveillances de l'année 2024. Donc quand c'est comme ça, en général, ça me plaît bien de créer du contenu autour. Et donc Substack, j'ai créé un tuto pour montrer, parce que c'est une question qui m'avait été posée, comment organiser son site Substack en catégories. Et donc dans Substack, on a plusieurs choses en fait, plusieurs notions de catégories. Vous avez les catégories que vous allez pouvoir mettre en menu de navigation, en en-tête, les menus classiques d'un site. Vous allez pouvoir cliquer dessus, ça va vous ouvrir une catégorie spéciale. Et vous avez les catégories aussi sur la page d'accueil, où vous allez pouvoir organiser les différents articles de votre page d'accueil en sous-catégories d'affichage sur votre site. Donc ça, c'est juste de l'affichage. Après, derrière se cachent deux fonctionnalités différentes, les tags et les sections. Les tags et les sections peuvent être utilisés en catégorie, soit en en-tête de menu, soit directement en page d'accueil pour ranger un petit peu tous vos articles. Mais vous pouvez appeler soit un tag, soit une section. Un tag, c'est quoi? C'est que vous avez un post dans Substack, vous lui affectez un tag, une étiquette. Et en fait, ça va vous permettre de ranger tous les articles que vous affichez, que vous affectez à une étiquette, dans cette étiquette-là. Par exemple, moi j'ai mis une étiquette tuto. Et bien tous les posts Substack que je fais seront rangés là-dedans. Et j'ai mis ensuite en en-tête de menu, j'ai dit affiche-moi un menu pour cette étiquette tuto par exemple. Et j'ai aussi la deuxième façon de voir les choses qui est les sections. Les sections, c'est que vous créez une sous-newsletter à l'intérieur de votre grande newsletter. Je vais prendre l'exemple ici pour moi par exemple, ou pour Snowball, tiens, qui est encore plus connu. Snowball a fait ça, a créé des sections. C'est-à-dire que vous avez la grande newsletter Snowball et à l'intérieur vous avez les catégories immobilier, épargne vin et toutes ces choses-là. Et ça, ce sont des sections. Et la différence, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir une base d'abonnés différente par section. Les tags, c'est juste une étiquette. Vous aurez les mêmes abonnés si vous publiez votre article affecté au tag le tuto à votre newsletter, tout le monde la recevra. Tandis que si vous envoyez à une section, vous pouvez avoir des abonnés par section. Donc vous pouvez avoir des listes de diffusion différentes. Moi par exemple, j'ai fait une section pour les coulisses. Les coulisses, c'est la newsletter dont on parlera un peu à la fin, qui sort le dimanche et où je partage plutôt les coulisses de l'aventure, mes réflexions entrepreneuriales, mes apprentissages. J'ai pas forcément envie que tous les gens qui reçoivent la newsletter tech du vendredi, celle que vous êtes en train d'écouter, reçoivent forcément la newsletter les coulisses. Donc j'ai laissé la possibilité qu'il y ait deux listes de diffusion. Mais j'ai pas créé une deuxième newsletter, j'ai créé une section à l'intérieur. Bref, ça c'est dans Substack. Si vous connaissez pas Substack, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Donc voilà, Substack c'est l'outil de newsletter avec lequel... grâce auquel vous écoutez ce podcast et grâce auquel vous lisez la newsletter Le Mémo chaque semaine. Ensuite, on parle un peu de matériel pour changer. J'en parle très très peu, je parle beaucoup de logiciels, c'est vraiment ma zone de génie, comme on dirait, si vous avez écouté le podcast de Mathieu Stéphanie avec Nicolas Aignon, je crois, qui s'appelle, où il parle de zone de génie. C'est la zone dans laquelle on est hyper fort dans ce qu'on fait, que ça nous apporte de la satisfaction, et que les gens seraient prêts, alors ça c'est un peu l'ikigai, mais bon je le compare aussi à la zone de génie, les gens seraient prêts aussi à payer pour ça, et voilà. Bref, c'est un mix de plein de choses satisfaisantes on va dire, et vous pouvez gagner de l'argent aussi avec ça. Donc voilà, moi c'est la partie logicielle, mais de temps en temps, parce que je m'y connais aussi très bien, à force de me renseigner là-dessus, je parle de matériel, et cette semaine je voudrais parler du DJI Mic 2, pourquoi? Parce que j'avais déjà parlé, et j'avais fait une vidéo sur la petite caméra DJI Osmo Pocket 3, et le DJI Mic 2 c'est le micro qui va avec, qui est sorti et qu'on peut désormais acheter à part, séparément. Pourquoi je parle de ces outils là? Parce que avec cette caméra, la Pocket 3 et ce micro donc qui est directement intégré, vous pouvez couvrir normalement tous les supports que vous avez besoin de couvrir lorsque vous êtes un service marketing et que vous faites de l'inbound marketing, ou que vous êtes créateur de contenu ou solopreneur et vous avez un business en ligne, mais votre création de contenu n'est pas forcément votre vecteur de rentrée financière. En gros, vous générez des leads grâce à votre contenu, mais vous monétisez pas votre contenu en lui-même, sinon vous êtes un créateur de contenu. Donc parfois on s'appuie juste sur la stratégie de contenu pour trouver des leads, mais on gagne pas d'argent directement avec, on gagne de l'argent indirectement. Et donc je trouve que pour toute la population qui se sert de la création de contenu pour générer des leads
générer de la notoriété, ce genre de choses, eh ben on n'a pas besoin d'avoir un énorme matos, un setup pour le podcast, un setup pour les vidéos, un setup pour la webcam, un setup pour les streams. On peut essayer de trouver en fait un combo qui va répondre à tout et qui va pas coûter cher du coup. Et je trouve que ce matériel-là, le DJI Osmo Pocket 3 et le micro DJI Mic 2 est parfait. Donc j'ai aucun lien sponsorisé avec DJI, je gagne pas d'argent si vous allez acheter ça, qu'on soit clair. En général, je fais pas trop cette partie-là. Donc allez juste voir si vous avez besoin d'un matériel qui soit polyvalent le plus possible. Ben, ça peut être un bon compromis, je trouve. Ensuite, quelques petites news. La grosse actu, c'est le Apple Vision Pro qui sort en précommande aux États-Unis uniquement aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Et donc qui va lancer un petit peu cette vague et cette campagne, cette arc, on appelle ça un peu comme on veut, réalité virtuelle, réalité mixte, avec la précommande. Donc on va voir tout de suite les premiers retours du public face à cette Apple Vision Pro. Au début, ce sera certainement réservé à un public très tech, très technophile, et on verra si ça suit le même chemin que l'iPhone, puisque l'iPhone, à ses débuts, tout comme l'iPad, avait été réservé à un public très tech, très technophile, et on voit le résultat quelques années après. Tout le monde a un smartphone, hein. Pas forcément un iPhone, mais tout le monde a un smartphone insufflé par la technologie d'Apple et de Steve Jobs à l'époque. Et du coup, on verra si ça va faire la même chose avec l'Apple Vision Pro. On va commencer à avoir des vidéos dessus de test, puisqu'il va... Alors là, il est en précommande pour le moment, donc on l'aura pas tout de suite. Enfin, les gens qui le commandent l'auront pas tout de suite. Moi, je le commande pas, hein, parce que déjà, on peut pas en France, il faudrait passer par un VPN. Bref, je suis même pas sûr qu'il livre. Enfin, ce serait galère, il faudrait aller aux États-Unis ou faire de l'import. Enfin bon, bref, c'est pas simple. Il y a certainement des tutos qui vont sortir pour pouvoir le commander et se le faire livrer ensemble. En France, il y a toujours des gens qui trouvent des petites astuces. Moi, je vais pas le faire. Même quand il sortira en France, c'est pas prévu a priori. Mais on pourra voir quand il sera livré les premières vidéos, parce qu'on n'a pas vu grand chose encore en termes de contenu sortir. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'application qu'on va pouvoir faire dans un monde professionnel. On va pouvoir faire exactement... En fait, il y a déjà de la techno qui est sortie là-dessus, sur la réalité mixte, la réalité virtuelle. On sait qu'il y a déjà pas mal de boîtes qui se sont appropriées, et c'est très cool ce qu'ils font. Mais il manque le public. Il manque la zone qui permette en fait de démocratiser cet usage au grand public pour que ces sociétés-là qui ont développé des choses autour du casque Facebook par exemple, puissent en faire, alors c'est déjà des vrais business, c'est pas ce que je dis, mais puissent complètement faire exploser leur chaîne et que ce soit une fonctionnalité mature. Donc on verra si Apple permet ça, elle permet de mainstreamiser, je sais pas si ça se dit, mais de rendre mainstream cet usage pour que derrière de plus en plus d'éditeurs, d'éditeurs professionnels puissent sortir des usages autour. J'en parlais l'autre jour avec un ami qui est dans le bâtiment, l'immobilier, les visites de chantier par exemple pour les chefs de chantier ou les directeurs de programme, ce genre de choses, qui sont obligés pour le moment d'aller sur place, ils pourraient potentiellement le faire en visite. Bon après, ça pose d'autres questions par ailleurs avec l'humain, etc. Le fait de ne pas venir au contact des gens, ça pose certains problèmes et tout. En tout cas, technologiquement, ce serait possible. On disait la même chose des visios, hein. Ouais mais moi je fais pas de visio, avant le Covid je parle. Je fais pas de visio, je préfère aller en rendez-vous commercial chez mon client, etc. Bon, il y a eu le Covid, tout le monde s'est mis au visio, et après on l'a tous gardé tellement c'était pratique, à la fois pour les gens qui recevaient la visio, à la fois pour les gens qui la proposaient. Donc on verra si Apple propose, comme il sait le faire, le fait de rendre cette fonctionnalité mature ou non. Voilà pour les petites actus, en bref, il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que j'ai relayé un petit peu les actus que je trouvais sur les différents journaux, un peu en fin de newsletter et en fin d'épisode, parce que parfois il n'y en avait pas forcément à évoquer, et puis j'avais pas envie non plus de faire une revue de presse, et ça se transformait de plus en plus en revue de presse, donc désormais voilà, c'est relayé en fin d'épisode, en fin de newsletter, j'en parle quand même, quand il y a des grosses choses à savoir. Mais sinon ça reste à la fin, ça sera toujours évoqué, mais à la fin. Voilà, bref. Dernier sujet dont je voulais parler dans cet épisode, il s'agit des coulisses. J'en parle pas 200 ans parce que c'est un peu un ego trip, mais en gros je sors une newsletter tous les dimanches soirs qui s'appelle Les Coulisses et que vous pourrez retrouver sur le mémo. Donc si vous avez écouté la section sur le tuto Substack, c'est une section justement. C'est pas une newsletter à part, c'est pas un tag, donc c'est à dire que tous les gens qui reçoivent la newsletter tech recevront pas forcément la newsletter Les Coulisses. Donc si vous voulez vous abonner, vous pouvez cocher dans vos paramètres de compte coulisses ou pas d'ailleurs, vous pouvez le décocher.
Dans les coulisses, je partage un peu mes réflexions, des fois un peu philosophiques, des fois un peu développement personnel, des fois un peu business pur, tout ce qui n'a pas de lien direct avec la tech, mais que j'ai quand même envie d'évoquer chaque semaine. Donc c'est le dimanche soir justement pour sortir un peu de l'aspect pro. Le pro c'est la semaine, le perso entre guillemets et le business et le build-in public c'est le dimanche, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, il était très tech, très geek, très dense, j'ai un peu enchaîné les sujets, pas de place à la réflexion. Pour les sujets un peu plus profonds, un peu plus philosophiques, ça se passe sur les coulisses, je viens d'en parler. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, allez mettre une petite note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, donc Apple, Spotify. Si vous trouvez où c'est, parce que je crois que dans Apple Podcast c'est un peu chiant de trouver les notes. Si vous l'écoutez sur Substack en direct, qui est l'hébergeur de ce podcast là, et qui est aussi la newsletter, si vous avez des questions ça se passe en commentaire. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.